présentement des seuils. Okay. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Oui, aucun problème, désolé. OK, c'est parfait. Donc, c'est ça, je vais mettre mon pointeur pour vous parler un peu de ça. Donc, ces contaminants, on va les détailler un tout petit peu, c'est-à-dire on va les simplifier, les vulgariser, etc. Et après ça, on va voir leur dégradabilité dans le sol, c'est-à-dire si on les apporte à travers les MRF, à travers les MRF dans le sol, est-ce que ça se dégrade ou ça reste ou ça persiste? Il y en a beaucoup de molécules qui persistent, mais s'ils dépassent une certaine concentration, ils vont devenir très inquiétants. Mais s'ils ne dépassent pas, donc ils sont considérés comme toute autre substance sécuritaire. Aussi, une autre composante, c'est les plastiques. Au début, les plastiques, on les attribuait avec comme un élément qui est plus esthétique au niveau des matières résiduelles fertilisantes. C'est-à-dire, si on a un tas de MRF qui contient beaucoup de plastique, c'est pas très beau à voir, mais finalement, il s'est avéré que le plastique pourrait être aussi un élément néfaste pour les micro-organismes du sol. Mais ce n'est pas n'importe quel plastique. Il y a plusieurs types de plastique tout d'abord, et il y a plusieurs, au niveau de ces plastiques, il y a aussi plusieurs grosseurs. Il y a du plastique qu'on le voit à l'œil nu. Il y a le microplastique, ça on ne le voit pas, et il est partout aussi. Il est dans les veines, il est dans notre organisme, il est dans pratiquement tous les organes de notre corps. Donc ça, c'est le microplastique qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais qu'on le voit avec un microscope électronique. Mais ici aussi, est-ce que vraiment le plastique est accusé ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément qui peut être néfaste? Ça, on ne le sait pas. Pourquoi? C'est parce que la science, qu'est-ce qu'elle a dit à travers toutes les recherches qu'on a faites? C'est le plastique, c'est un vecteur pour les autres contaminants. C'est-à-dire tout ce qui est contaminant, comme par exemple les métaux lourds, on va les voir élément par élément, comme le cadmium, comme le plomb, comme les 14 éléments que je vais citer après. Tous les contaminants d'intérêt émergent qu'on va voir, comme par exemple les retardateurs de flammes, il y a beaucoup de molécules qui sont persistantes. Ils ont une affinité avec le plastique, ils se ramassent avec le plastique. Nous, on devrait séparer, est-ce que c'est vraiment c'est le plastique qui pose un problème tout seul, ou c'est vraiment les contaminants d'intérêt émergent qui viennent se coller sur le plastique et sont eux qui causent les grands problèmes de la santé. Donc ici, dans notre recherche, on regarde vraiment en détail les plastiques et les microplastiques, on regarde les contaminants d'intérêt émergent, leur dégradation, et aussi, on n'oublie pas aussi que sur le plan agronomique, on doit faire aussi évoluer les connaissances sur le plan agronomique. C'est parce que quand on traite les MRF, comme par exemple du fumier ou du lisier, qui contiennent de l'azote et du phosphore essentiellement, il ne faut pas regarder seulement ces deux éléments. Les biosolides peuvent contenir des éléments qui sont très bénéfiques pour le sol. Et à travers ce projet-là aussi, on va les étudier comme il faut. Donc, je vous rappelle un peu qu'au début, c'est-à-dire ça, c'est à peu près dans les années 40, on parle de fertilité des sols. Donc, notre focus, c'est la fertilité des sols. Après ça, dans les années 90, les notions ont évolué, on parle plutôt de la qualité des sols. Parce qu'avant, on s'intéressait seulement à la fertilité chimique. Après ça, la qualité, donc on regardait plus la fertilité biologique, la fertilité physique. C'est parce qu'un sol bien travaillé, un sol qui est meuble, un sol qui respire bien, un sol qui draine bien, ce sont aussi des caractéristiques physiques et on doit en tenir compte dans la qualité des sols. Et maintenant, à partir des années 2000, etc., on commence à se pencher sur la santé des sols. C'est parce qu'on veut voir un peu la durabilité. Est-ce que ce sont des sols très durables? Est-ce que ces sols peuvent contenir des contraintes? Il faut éliminer ces contraintes-là pour assurer leur durabilité. Et selon l'USDA, plusieurs, c'est-à-dire le département américain pour l'agriculture, donc
il y en a plusieurs concepts connexes qui existent, notamment la fertilité, la qualité, la sécurité des sols, qui mettent également l'accent sur le rôle et le fonctionnement des sols dans la société, les écosystèmes et l'agriculture. C'est ça ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est devenu même un débat sociétal. Donc, la sécurité des sols, c'est une notion qui est apparue en 2012 après. Et la sécurité des sols, c'est parce que maintenant, quand on parle de changement climatique, quand on parle aussi de sols en lien avec la santé humaine ou la santé animale, donc ce sont des composantes très importantes qui doivent assurer vraiment la sécurité de tout l'écosystème. Donc, quand on parle de fertilité, ça fait référence au rôle du sol dans la production végétale, alors que quand on parle de la sécurité des sols, donc introduite en 2012, est le terme le plus récent et le plus large de ces quatre composantes des sols. Donc, nous, on veut adhérer à cette philosophie, à cette nouvelle philosophie qui nous permet un peu de créer des indicateurs pour assurer la santé et la sécurité des sols. Donc, ça, c'est le père de la science des sols. Donc, c'est Ratan Lal, c'est la sommité incroyable au niveau international. Et il fait des publications et ils sont toutes intéressantes. Il a introduit la notion du carbone dans sa nouvelle philosophie, dans sa nouvelle façon de penser comment le sol doit être géré. Avant, on s'intéressait, comme je dirais, à la fertilité. Quand on parle de fertilité, on apporte le NPK. Le NPK, l'azote, le phosphore et le potassium, ce sont les éléments majeurs. Ce sont les éléments que les plantes et que la plupart des cultures les absorbent avec le maximum c'est-à-dire les niveaux les plus prélevés, ce sont le NPK. Mais là, il a dit que maintenant, on doit penser autrement. On doit penser au carbone. Surtout dans des pays de l'Afrique comme les pays pauvres, le taux de carbone est très faible. Donc, on parle à peu près de 0,1, de 0,2% de matière organique, alors qu'ici, quand on dit que notre sol est en bas de 4% de matière organique, on le considère comme pauvre. Alors qu'en Afrique, ils n'ont même pas le 0,1%. Donc, ces sols, pour assurer leur viabilité, le pivot de la santé des sols, le pivot de la sécurité des sols, le pivot aussi des actions écosystémiques, c'est le carbone. Et vous allez voir, quand on parle des actions, quand on parle un peu d'améliorer la situation, on devrait vraiment parler du carbone dans l'équation un peu de la fertilité. À part le NPK, on doit vraiment introduire le carbone. Donc, le carbone, il intervient à tous les niveaux. Je dirais dans la production végétale, on va le voir, c'est parce qu'il assure une vie microbienne intéressante. Dans la qualité des eaux aussi, c'est parce que c'est un élément qui va capter les éléments de fertilité, parce que la plante, elle va absorber le phosphore, l'azote, etc. Mais l'excédent qui reste après la récolte, s'il reste un résidu d'azote, s'il reste un résidu de phosphore, c'est le carbone qui va le stocker. C'est aussi l'argile, il peut le stocker, mais si on est dans des situations de sol moins argileux, c'est le carbone qui joue ce rôle-là, d'aller le stocker et de l'empêcher d'aller dans l'environnement et de l'empêcher d'aller contaminer les eaux de surface. Donc, quand on parle aussi de la santé humaine, c'est le carbone qui intervient au niveau du sol pour activer la vie microbienne dans le sol. Et la vie microbienne des sols, elle dégrade toutes sortes de substances qui sont dangereuses. Donc, si on a une bonne activité microbienne dans le sol, généralement, il y a moins de risques sur la santé humaine, que ce soit par rapport aux pathogènes, que ce soit par rapport à des molécules qui sont très persistantes dans l'environnement. Et si on a une activité microbienne très intense au niveau du sol, généralement, il y a une bonne dégradabilité. Donc, le carbone aussi, quand on l'apporte dans le sol, c'est une action environnementale par excellence. Pourquoi? C'est parce que, comme par exemple pour les MRF, au lieu qu'ils soient destinés pour l'enfouissement ou pour l'incinération, qui sont des pratiques qui augmentent les gaz à effet de serre comme incroyable, le fait de les épandre dans les champs agricoles, c'est la meilleure pratique environnementale et qui assure une grande durabilité.
Donc, je rappelle, la santé des sols, comment ça a été défini par l'USDA, c'est le département d'agriculture aux États-Unis, c'est la capacité contenue du sol à fonctionner comme un écosystème vivant. Il faut que cet écosystème soit vivant. Et quand on parle de la vie de cet écosystème, c'est à travers son microbiome, c'est-à-dire à travers les micro-organismes ou à travers les microbes dans le sol. On doit intensifier les microbes dans le sol, c'est parce que ce sont à l'origine de la vie. Donc, on dit que c'est un sol en vie, c'est un sol qui respire bien, c'est un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui dégrade bien, c'est un sol qui assure toutes ses fonctions physiologiques comme dans notre organisme humain. Donc, il assure la subsistance des plantes, des animaux et des humains. Donc, c'est sûr que le support des végétaux, mais ce support, le fait qu'il contienne du carbone et que ce carbone alimente la population microbienne, c'est ça qui va assurer ses fonctions comme il faut pour protéger les animaux et pour protéger les humains. Ici, c'est une échelle qui a été établie par le FAO pour dire que le rendement, il y a plusieurs facteurs limitatifs pour les rendements. Donc, comme les insectes et les maladies, ça baisse les rendements, mais ça ne baisse pas considérablement les rendements. Les mauvaises herbes aussi, ça baisse les rendements. C'est un autre facteur limitatif. Le cultivar inapproprié, si on utilise un cultivar qui n'est pas bon, c'est aussi ça, on aura des rendements plus faibles. La mauvaise structure du sol, c'est la qualité physique, etc. Mais regardez les deux éléments les plus limitatifs qui diminuent d'une façon drastique les rendements, c'est l'humidité. C'est sûr que c'est un sol qui n'est pas pourvu en eau, c'est un sol qui manque d'eau, c'est sûr que les rendements baissent d'une façon drastique. Et si la fertilité aussi diminue, quand je parle de fertilité, c'est-à-dire de phosphore, d'azote, de potassium, d'oligoéléments comme le bore, le zinc, le cuivre, etc., s'il manque dans le milieu, il y a une baisse considérable de rendement. Donc, si on regarde ces deux éléments de fertilité et d'humidité, et qu'on est dans des conditions où on attend la pluie pour humecter le sol, la seule action qu'on est capable de faire pour augmenter la retention de l'eau et des éléments fertilisants, c'est vraiment le carbone, c'est vraiment la matière organique. Vous allez me trouver très insistant sur la matière organique, c'est parce que c'est les pivots. Vous allez voir que c'est les pivots de la santé des sols, c'est les pivots vraiment de la sécurité, vous allez voir, des sols. Donc, pour retenir les éléments fertilisants, les mettre en réserve, les mettre en stock, pour aussi maintenir une bonne humidité dans le sol, il faut alimenter les sols par la matière organique. C'est ça. Donc ici, quand on parle d'un sol en santé, on a plusieurs critères. On a 11 critères pour dire que c'est un sol en santé. C'est une bonne capacité de stockage de l'eau. C'est un sol qui stocke bien ses eaux. Ce n'est pas comme les sols sableux, par exemple, les petites précipitations vont disparaître rapidement et puis que le stock ne sera pas soutenu dans le temps. Donc, si on apporte un élément qui permet de retenir cette humidité, c'est vraiment une bonne action pour assurer la santé des sols. Bien pourvu en éléments aussi nutritifs. Donc, comme je l'ai mentionné, l'azote, par exemple. L'azote, il est très mobile, c'est incroyable. On l'apporte maintenant, au bout de quelques semaines, il se dissocie, la plante va prendre sa partie, mais malheureusement, il y a beaucoup d'azote qui est perdu par percolation, il va aller en profondeur pour aller contaminer les nappes phréatiques, ou il sera aussi diffusé dans l'atmosphère. Donc, si on apporte des molécules qui permettent de le rattraper, de le stocker dans le sol, on diminue cet effet. Et c'est la matière organique qui joue ce rôle-là aussi, c'est de maintenir cette fertilité. Un sol meuble aussi, si on a des sols, de l'argile lourde, etc., c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à faire par rapport à ces sols-là, mais la seule action qui permet de l'ameublir, c'est les apports contenus de la matière organique, c'est-à-dire enrichir les sols en matière organique, ça va permettre d'ameublir. Donc, il y a deux actions, il y a le cholage qui permet un peu d'ameublir et aussi la matière organique. Mais la matière organique se trouve au centre de nos préoccupations par rapport à toutes ces bonnes propriétés de la santé des sols.
Donc, sol bien drainé, la même chose. Donc, un sol qui est pourvu en matière organique, auquel on apporte de la matière organique, il va avoir une meilleure stabilité structurale. La structure du sol va être meilleure. Il y aura une porosité qui se crée et un bon drainage qui va suivre. Donc, faible population de plantes pathogènes. Et même, je dirais que les micro-organismes qui se trouvent dans le sol, il y a une partie pathogène. Mais si les micro-organismes, les bons micro-organismes qu'on cherche, les bonnes bactéries qui dans le sol existent d'une façon prédominante, ça va neutraliser aussi les pathogènes. Véritable habitat d'organismes bénéfiques. Faible infestation par les mauvaises herbes aussi, c'est parce que si un sol est bien alimenté et bien fertile, donc on aura des bons rendements, on aura une bonne densité, donc il y a moins de place pour les mauvaises herbes. Et sans produits chimiques ni toxines, résistance à la dégradation et résilience après perturbation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un sol, par exemple, quand il y a un accident, je ne sais pas, comme un feu de forêt à côté ou c'est le sol, il est capable de revenir à son état normal s'il subit un accident. Il peut subir un accident, par exemple, d'une stagnation d'eau qui reste très longtemps, mais après, quand l'eau va disparaître, le sol va revenir à sa fonction normale. Et pour revenir à sa fonction normale, c'est ce qu'on appelle la résilience après perturbation. Ça, c'est assuré vraiment par les micro-organismes. Les micro-organismes dans le sol, les bactéries dans le sol assurent ces bonnes fonctions. Donc, la stratégie maintenant, s'il n'y a pas assez de matière organique qu'on apporte avec les matières résiduelles fertilisantes ou avec les engrais de ferme, aussi, il y a la technique d'aller chercher des plantes qu'on peut les utiliser comme des engrais verts ou comme des cultures intercalaires qui permettent un peu d'aller explorer la profondeur du sol. C'est-à-dire, c'est parce que la matière organique qu'on apporte généralement dans la couche de labour, on va dire 17 à 20 cm, 6 pouces à peu près, mais en profondeur, si on met un système racinaire très pivotant qui va aller chercher plus profondément et explorer plus profondément le sol, c'est là qu'on va déposer le carbone. C'est parce que après, lorsqu'on récolte ça, le système racinaire va rester et on ramène du carbone en profondeur. Ça, c'est vraiment parmi les meilleures techniques de carbonisation, c'est-à-dire de ramener le carbone dans le profil du sol. Donc, l'apport pourrait être par des matières, comme les matières résiduelles fertilisantes, comme les effluents d'élevage, mais aussi par le système racinaire. C'est parce qu'à long terme, si on met un système racinaire très pivotant, y aller explorer très en profondeur, on aura toutes les bonnes caractéristiques d'ameublement des sols, de même la vie, on va la créer en profondeur. C'est parce que généralement, il y a moins d'oxygénation en profondeur, il y a moins de conditions vitales pour les bactéries, mais avec un système racinaire pivotant et avec une carbonisation en profondeur, on crée des conditions idéales. Je vous ai choisi aussi une photo pour illustrer un peu la vie microbienne avec plusieurs sortes, etc. Et pour vous dire que c'est même la vie microbienne et les bactéries ici influencent la vie microbienne de l'atmosphère. Donc, tout ce qui est perturbateur, comme par exemple des éléments pathogènes, comme si on a une vie microbienne intense dans le sol, ça va neutraliser tous ces effets. Donc, je reviens maintenant après cette bonne introduction des effets agronomiques, surtout parce que moi, je m'intéresse plus à l'agronomie, que je m'intéresse plus à la santé des sols, je m'intéresse plus à la sécurité des sols. Et il y en a de mes collègues aussi, c'est parce que c'est un projet qui est piloté par l'Université Laval, mais en collaboration avec l'Université de McGill, avec l'Université Polytechnique de Montréal, avec l'Université de Montréal, avec l'IRDA aussi, l'Institut de recherche agronomique. Et c'est dans ce projet, chaque équipe va se pencher sur une composante. Donc ici, je rappelle un peu pour les effluents d'élevage, que ce soit le lisier ou le fumier, nos deux éléments d'intérêt ou nos deux éléments de diagnostic, c'est le NLP.
c'est surtout l'azote et le phosphore. Combien d'azote ils peuvent apporter, combien de phosphore ils peuvent apporter, et après on complète avec la fertilisation minérale. Dans les matières résiduelles fertilisantes, on s'intéresse à ces deux éléments, mais aussi on doit regarder toutes les contraintes. Donc auparavant, on regardait, mais jusqu'à maintenant, on regarde les contaminants, on regarde les pathogènes, on regarde les odeurs, on regarde aussi les corps étrangers. Mais maintenant, la nouveauté dans ce projet, c'est qu'on va s'intéresser aux contaminants d'intérêt émergent comme comme par exemple les retardateurs de flamme. Je vais vous montrer plusieurs molécules qui sont nouvellement attirer l'attention des chercheurs pour établir vraiment des valeurs critiques et pouvoir utiliser les matières résiduelles avec beaucoup de sécurité. Donc, notre intérêt aussi, c'est par rapport au plastique. Donc, on doit aller fouiller et déterminer c'est quoi la proportion de plastique et c'est quoi la proportion dérangeante du plastique. Quand est-ce qu'il devient inquiétant quand il est mélangé avec la matrice du sol. Et aussi, c'est le carbone, puisque c'est le pivot de la santé des sols. Donc, on a ici une composante sur le carbone dans le sol et la matière organique qu'on apporte avec les MRF. Donc, vous allez voir ce schéma. Ça, c'est les nouveautés, les trois composantes, les nouveautés, les contaminants d'intérêt émergent, le plastique et le carbone. Tout ce qui est en vert ici, c'est le N et le P. Dans les effluents d'élevage, on connaît à peu près. C'est parce que ce n'est pas toute l'azote qu'on apporte avec le fumier ou le lisier qui est utilisable par la plante. Il y a une certaine proportion. Donc, au Québec, on connaît ces proportions. Donc, les gens qui vous font leur PAF, le plan agro-environnemental de fertilisation, ils déterminent c'est quoi la proportion d'azote utilisable par la plante. Alors que dans les MRF aussi, on a fait un bel effort pour déterminer c'est quoi la proportion de l'azote utilisable par la plante, c'est quoi la proportion du phosphore utilisable par la plante, mais il nous reste beaucoup d'autres matières pour lesquelles on doit déterminer ces proportions. Donc, on fait de la recherche, on fait des expériences en serre, on les valide par des expérimentations sur le terrain pour déterminer ces proportions de disponibilité. Donc, tout ce qui est en vert, il y a des mises à jour, il y a des ajouts, etc. Tout ce qui est en rouge, c'est vraiment nouveau, nouveau au niveau de la caractérisation. Et en principe, à la fin de notre projet, on va vous apporter les solutions et les réponses à toutes les questions par rapport aux contaminants d'intérêt émergent, par rapport au plastique et par rapport au carbone organique. Donc, je commence par le N et le P. J'ai publié un article ici dans Science of the Total Environment et pour vous dire que dans les MRF, généralement qui ne sont pas compostés, il y en a des MRF qui sont compostés, je suis en train de faire de la recherche pour ça, mais regardez, il y en a des MRF où il y a 68% de l'azote pourrait être disponible. Il y en a d'autres MRF où c'est seulement 33% de leur azote qui est disponible pour les plantes. Il y en a d'autres où seulement 9%. Il y en a d'autres où, lorsqu'on les apporte, au contraire, c'est-à-dire ils vont consommer plus qu'il en faut. Donc, on parle d'un système immobilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on apporte des MRF qui contiennent trop de carbone et très peu d'azote. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bactéries dans le sol, ils ont besoin d'autant de carbone que d'azote. Donc, si on apporte beaucoup de carbone, on stimule les bactéries et les bactéries vont assimiler l'azote. Donc, l'azote que le producteur apporte, il va être consommé par les bactéries au lieu qu'il va dans la plante. C'est pour ça qu'on a des valeurs négatives. C'est-à-dire, sur 100 kg d'azote qu'on apporte, il y a 66 kg qui est consommé par la bactérie et il faut compenser ça. Comme par exemple les bouts de désancrage qu'on apporte. Les bouts de désancrage, ils ont beaucoup de carbone et très peu d'azote. Donc, quand on les apporte dans le sol, généralement, les producteurs reçoivent une compensation par rapport à la perte d'azote due à cette fixation par les bactéries du sol. Donc, on a fait cette recherche pour les différentes catégories de MRF par rapport à l'azote et on continue avec maintenant
les MRF compostés, parce que le processus de compostage complexifie les choses et on va avoir d'autres résultats pour les produits compostés. Pour le phosphore, la même chose. Donc, on s'est dit le phosphore, ici, les stations de traitement, que ce soit des eaux usées, au niveau de la biodigestion, etc., on ajoute beaucoup de sel, de fer et d'aluminium dans les unités, à l'industrie, c'est dans les stations d'épuration, pour capter le phosphore, pour capter tous les éléments qui sont nuisibles pour les eaux de surface. Donc, on va nettoyer cette eau avant de la rejeter dans les fleuves ou avant de les rejeter dans les cours d'eau. Donc, les stations d'épuration utilisent deux sels, un sel de fer et un sel d'aluminium. Mais plus le produit est riche en fer et en aluminium, plus il y a une fixation du phosphore. Donc, ce n'est pas du phosphore qui est utilisable par la plante, c'est du phosphore qui est très fixé par ce fer et cet aluminium. Donc, ici, j'ai mis aussi les catégories. Il y en a, s'ils ne dépassent pas les 400, on va dire, de cette unité, on peut avoir 85% de disponible du phosphore qu'on apporte. Le phosphore qu'on apporte, 85% de ce phosphore est disponible par la plante. Si la concentration de fer et de l'aluminium augmente, donc la disponibilité pour la plante diminue. Ça passe de 85 à 72. Ça pourrait aller à 34 et ça pourrait aller à 27 s'il est riche en fer et aluminium. Donc ici, il y a un dosage à faire aussi au niveau des stations d'épuration. Donc idéalement, c'est qu'ils ne mettent pas des excès. C'est parce que s'ils veulent que les boues soient valorisées en agriculture, idéalement, c'est de capter tout le phosphore, d'accord, avec ce sel de fer et d'aluminium, mais il faut bien doser pour qu'il nous reste un peu de phosphore de disponible pour les plantes. Donc ça, c'est un autre article aussi dans un autre journal qui est le Waste and Biomass Valorization. Donc, si je reviens un peu, on a traité l'azote, on a traité le phosphore, on a beaucoup de progrès des connaissances sur ces deux éléments dans les MRF. Maintenant, on se penche sur ce carbone. Donc, sur ce carbone, et le carbone ici, qu'on apporte avec les MRF, il y a plusieurs fractions. Il y a une fraction qui est très active. Il y a une fraction qui est très réfractaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assimilée par les bactéries dans le sol. Il y a une partie qui est assimilée par les bactéries du sol. Je vous donne l'exemple des sucres. Par exemple, si on prend les sucres des fruits ou le sucre blanc, ça c'est du sucre très actif. Donc on le prend, il va monter le taux d'insuline comme incroyable pour que notre organisme l'assimile. Et ce sucre, il est bon pour la respiration de notre cerveau, pour plusieurs organes, surtout quand on fait de l'exercice, quand on bouge, etc. On a besoin de ce sucre qui est rapide, qui est très actif. Et on a d'autres sucres comme par l'amidon, comme par exemple quand on mange du pain, quand on mange des pâtes, etc. Ici, c'est des fractions moyennement labiles, c'est-à-dire ça reste un peu dans l'organisme quelques heures jusqu'à ce qu'elle va s'assimiler et ça va devenir un sucre simple. Et on a des sucres qui sont très réfractaires. Ça, c'est bon. Comme par exemple, les fibres sont des sucres très réfractaires. C'est bon pour l'organisme parce que ça permet pour le système digestif d'évacuer tranquillement et convenablement. Donc, on a besoin de toutes les formes de ce sucre dans notre organisme. La même chose pour le carbone. On a besoin d'une fraction active pour le carbone pour stimuler la vie microbienne parce que les bactéries, pour qu'elles se multiplient, les bactéries pour qu'elles croissent très bien, les bactéries pour assurer leur fonction physiologique, etc. Donc, ils ont besoin de ce carbone actif, de cette matière organique active. Et le sol aussi, il a besoin d'une fraction réfractaire. Pourquoi? C'est parce que pour corriger la structure du sol, un sol par exemple défaillant, un sol qui est mal drainé, un sol qui respire mal, un sol qui est où on assiste à une stagnation d'eau, c'est pas bon. Donc l'idéal, c'est d'apporter cette fraction réfractaire, c'est-à-dire cette fraction qui n'est pas soumise à l'action des micro-organismes, mais que ça reste pour aider
à structurer le sol, à donner un corps à notre sol, à donner une meilleure pénétration de l'eau, une meilleure évacuation de l'air et de l'eau, etc. Donc, et notre objectif, c'est de fractionner, c'est de déterminer dans chaque MRF, c'est quoi la proportion du carbone réfractaire qui n'est pas soumis à l'action des micro-organismes et c'est quoi la fraction qui est active, qui est bonne aussi pour les micro-organismes. Et c'est quoi la fraction intermédiaire entre les deux. Donc, on a regardé un peu, il y a beaucoup de méthodes et on est en train de sélectionner la méthode qui permet de nous faire le fractionnement. On est toute une équipe, on a mis une étudiante au centre de cette équipe, on a Richard Hogg de l'IRDA, moi-même, on a Grant Clark, lui, il est spécialiste carbone à l'université de McGill. Donc, toute sa vie, c'est du carbone, toutes ses recherches, c'est du carbone, toutes ses cours universitaires, c'est du carbone. Cynthia Kellenbach, elle collabore aussi, c'est une professeure à McGill qui collabore avec Grant et Joanne Wallen aussi, elle collabore avec Grant de la même université. Donc, on s'est penché sur cette question pour vous fournir les bonnes réponses. Quand vous allez apporter votre MRF, vous allez savoir quel type de carbone elle contient et chaque type de carbone est convenable pour chaque fonction du sol. Est-ce que c'est pour les bactéries, pour bien les nourrir, pour bien les stimuler, pour bien les multiplier, etc. Ou c'est du carbone qui va plus aller vers la structuration et donner un corps à votre sol. C'est ça. Donc, maintenant, je reviens un peu sur le contaminant, un petit rappel pour faire une analogie avec les contaminants d'intérêt émergent. C'est parce que, pour vous dire l'effort qu'on a fait auparavant, que le ministère de l'Environnement a fait auparavant, et qu'on continue nos efforts avec les contaminants d'intérêt émergent avec la même stratégie, avec les mêmes moyens, avec les mêmes outils aussi. Donc, je rappelle, je prends par exemple le plan. C'est un produit très dangereux. On le sait, c'est un produit, ce qu'on appelle un contaminant strict. Il attaque vraiment les reins. C'est un néphrotoxique. Il est très toxique pour les reins et qui va aller jusqu'à la déficience rénale. C'est vraiment une fonction très importante au niveau de notre organisme. Donc, ce plan, c'est sûr qu'il est contaminé, mais à de faibles quantités, il n'y a pas de crainte. Mais on doit définir qu'est-ce que ça veut dire utiliser des matières résiduelles fertilisantes qui contiennent du plan. Le plan, c'est parce qu'il existe partout, dans toutes sortes de substances, mais il y en a des matières qui contiennent très peu, d'autres matières qui contiennent des concentrations moyennes, d'autres qui contiennent des concentrations très fortes. Donc, ce qui est bien, c'est que le ministère de l'Environnement, elle a établi ici des qualités pour les MRF. Donc, ils disent que la qualité C1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à l'utilisation quand la concentration de plomb ne dépasse pas 120 ppb par ppm, qu'est-ce que partie par million. Ici, partie par million, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si vous êtes dans un terrain de football, un ppm, une partie par million, c'est vous mettez une carte de crédit dans un terrain de football. C'est à peu près, c'est la notion de ppm. Okay? Donc, un ppm, c'est une carte de crédit dans un terrain de football. C'est petit, mais il est détectable, il n'y a pas de problème. Les appareils, maintenant, les détectent, etc. Et la concentration critique, c'est de 120. Et elle est très restrictive quand je compare par rapport à d'autres systèmes européens ou d'autres systèmes australiens ou d'autres systèmes aussi aux États-Unis, on est beaucoup plus restrictif par rapport à ces contaminants. Et vous allez voir aussi la beauté des choses. Ça, c'est 120. Si ça dépasse 120, c'est là qu'on commence à s'inquiéter un tout petit peu, pas beaucoup, avec des restrictions. C'est-à-dire, on apporte la matière organique, d'accord, on va restreindre la fréquence. Au lieu d'apporter à chaque année, on va apporter une fois tous les 5 ans, ou dépendamment, c'est-à-dire on va avoir une restriction par rapport à la dose aussi. C'est-à-dire, de point de vue matière sèche, on ne doit pas dépasser les 22 tonnes de matière sèche par hectare pour les 5 années. Okay? Si ça dépasse les 300, aussi, il y a des critères alternatifs.
par rapport au pouvoir neutralisant et par rapport à la quantité de phosphore qu'ils contiennent. C'est parce que le pouvoir neutralisant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si on apporte une matière qui permet de rehausser un peu le pH, que quand elle rehausse le pH, elle va fixer le plan. Donc le plan n'est plus actif. Donc ce sont toutes des considérations que vos agronomes peuvent vous fournir pour apporter avec le maximum de sécurité, élément par élément. Et regardez ici le plan. Si je compare, regardez, la limite, c'est 120. C'est-à-dire, si on ne dépasse pas les 120, on est très sécuritaire, on l'apporte comme n'importe quel type d'autre engrais. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème. Ici, on a regardé la teneur en plan de une station municipale au Saguenay. Et déjà, elle est à une concentration plus faible que 120. Et avec les années, ça baisse drastiquement. Et tout ça, c'est à cause de la législation, c'est à cause des lois qu'ils ont développées par rapport à la gestion des déchets. Et la gestion des déchets a fait de sorte qu'il y a une baisse considérable de la teneur en plan. Ça, c'est un exemple de contaminants. Et ces contaminants, comment on les teste, nous? On a des tests écotoxicologiques. Donc, on dit qu'il commence à contaminer à partir de quelle concentration? Donc, on fait pousser de l'orge, on fait pousser généralement de l'orge et on fait aussi faire multiplier des vers de terre. C'est des essais, je vais y revenir sur ces essais écotoxicologiques pour déterminer ces valeurs critiques, pour dire c'est quoi la valeur où il n'y a pas de problème. C'est parce que si l'orge persiste, parce qu'il est connu l'orge par sa faible résistance aux substances toxiques. Donc, s'il y a une plante qui est très sensible aux substances toxiques, c'est vraiment l'orge. Et c'est pour ça qu'on fait des tests en serre. On prend par exemple du sol contrôle, on n'ajoute rien. On prend un sol avec le MRF, on fait pousser de l'orge et on compare entre les deux. S'il y a le moindre des symptômes, s'il y a aussi une baisse de la biomasse, c'est-à-dire c'est de la masse de la partie aérienne de la plante, etc. Donc, on dit qu'ici, il y a un problème. Et on est très, très sévère par rapport à ça. Quand on dit on est, c'est-à-dire le CAQ qui a développé ces protocoles écotoxicologiques. Et regardez aussi la bonne nouvelle, c'est que pour tous ces éléments-là, entre 1988 et 2002-2006, malheureusement, je n'ai pas les données récentes, mais il y a une baisse considérable. Donc, regardez, je prends par exemple l'élément qui est le plus suivi, c'est le cadmium. Le cadmium, c'est 3,5, maintenant on est à 1,2. Il y a une diminution de 66%. Le mercure aussi, ça a baissé. Le plomb, il a baissé. Donc, tous les éléments ont tendance à baisser, c'est parce qu'on a une politique ici de diminuer à la source ces types de contaminants. Je vous donne l'exemple du cadmium. Le cadmium, pourquoi il est dangereux? J'ai pris l'exemple du plomb, il est néphrotoxique, c'est-à-dire il touche les reins. Le cadmium, il touche tous les organes, tous nos organes. Il touche le cœur, il touche le système nerveux, il touche les reins, il touche les poumons, il touche tout pratiquement. Et ici, la réglementation est hyper sévère. C'est-à-dire, pour classer un C1, il faut que la concentration soit de 3 ppm. C'est comme 3 cartes de crédit dans un terrain de football. Quand vous comparez la surface de carte de crédit avec la surface d'un terrain de football, c'est ça l'équivalent de 3 ppm. 10 ppm, c'est 10 cartes ici. Donc, si ça dépasse les 10 ppm, ça devient vraiment hors usage. Alors que dans les engrais, comme par exemple les engrais phosphatés, que vous prenez du DAP, du MAP, du TSP, la réglementation canadienne, elle est dans les 60 ppm. Donc, on est beaucoup plus restrictif, on est 6 fois plus restrictif que les concentrations qui se trouvent dans les engrais minéraux. Et pour ça, pour le cadmium, la législation européenne maintenant, elle pousse les fabricants d'engrais à baisser davantage, à baisser le 60 ppm à 20 ppm, c'est-à-dire à l'horizon de 2030, je pense qu'ils veulent cibler la valeur de 20. Mais nous, on est à 10 pour le C2, c'est-à-dire C2 avec des restrictions. Et le C1, c'est-à-dire que
Si on est en bas de 3, donc on peut appliquer les yeux fermés par rapport à ce contaminant. Okay. Donc, les contaminants, il y en a 14 de suivi qu'on suit, et on a établi des balises, on a établi des valeurs critiques, et on respecte ces valeurs critiques. Pour les corps étrangers, c'est plus esthétique, c'est-à-dire les fragments de verre, de lame, de plastique, etc. Donc, il y a une classification, mais on n'est pas très satisfait, c'est parce que ça ne reflète pas l'effet toxique. Nous, on veut voir s'il y en a un effet toxique. Pour l'esthétique, ça, on le laisse aux producteurs, on le laisse aux conseillers comment ils gèrent ça, et on laisse le lien aussi avec les générateurs des MRF. C'est ça. Donc, maintenant, je vais revenir sur le plastique. Donc, on n'a rien sur le plastique. Même à l'échelle mondiale, il commence à nous alarmer par rapport aux sédiments. C'est dans les milieux aquatiques, c'est-à-dire dans les mers, dans les rivières, c'est que ce plastique, il commence à déranger, et que même dans nos organismes, ils ont détecté des microplastiques dans le sang, des microplastiques dans les organes, mais on n'a pas un effet de cause à conséquence, c'est-à-dire est-ce que si on a ces microplastiques dans nos organismes, est-ce que ça va avoir un effet sur la santé humaine? Donc, nous, pour le moment, on n'a pas même la méthode de l'extraire. Donc, comment on extrait le plastique? Est-ce que c'est vraiment le plastique tout seul? Si on le prend tout seul, est-ce qu'il est néfaste? Ou c'est parce que ce plastique, il fait attirer les contaminants d'intérêt émergent. Mais l'hypothèse maintenant qui circule un peu partout dans le monde, c'est que ce plastique, c'est un vecteur des contaminants d'intérêt émergent. C'est parce que ces contaminants, ils ont tendance à s'attirer sur le plastique. C'est comme un aimant. Le plastique, c'est comme un aimant pour ces contaminants d'intérêt émergent. Heureusement j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'on a arrêté la méthode. C'est-à-dire, avec le CAQ, l'Université Laval, on a engagé un étudiant au doctorat, et il a réussi à développer la méthode pour séparer le plastique de la matière organique. Parce que le plus grand problème, le plastique, la matière organique aussi s'attire sur le plastique, et c'était très difficile de le séparer. Donc, on a fait plusieurs tentatives, on a essayé plusieurs produits de séparation, on a essayé plusieurs techniques de séparation, et jusqu'à maintenant, on va publier l'article maintenant, et on va l'utiliser comme une méthode officielle pour doser le plastique. Et même après, lorsqu'on a séparé le plastique de la matière organique pour le mesurer, le plastique, il peut contenir plusieurs types de molécules. Il y a des molécules de polyéthylène, il y a les polyéthylènes de haute densité, le polypropylène, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate, le polyvénylchloride, etc. Donc, il y a plusieurs sortes, et on doit identifier ces sortes-là pour déterminer un effet toxique. Est-ce que vraiment il a un effet toxique? Donc, on va faire l'expérimentation avec les mêmes essais qu'on a utilisés. C'est-à-dire, on va utiliser la culture d'orge, on va utiliser aussi les vers de terre pour voir est-ce que le plastique tout seul, avec toutes ces molécules-là, pourrait avoir un effet sur la culture d'orge, et pourrait avoir un effet sur les vers de terre. C'est parce que s'il n'a pas un effet sur ces deux espèces, c'est comme ce sont les deux espèces les plus indicatrices de la transmission de la contamination vers les animaux et les êtres humains. Donc, heureusement que ces deux tests de l'orge et des vers de terre sont standardisés par le CAQ, par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Et à partir de ces tests-là, on est vraiment capable d'établir les valeurs critiques pour les plastiques. Donc, c'est ça, vous voyez, ça c'est les concentrations qu'on a déterminées, je ne rentre pas dans les détails. Maintenant, les contaminants d'intérêt émergent. Contaminants d'intérêt émergent, comme les produits pharmaceutiques, tout ce qui est médicaments, il peut être rejeté dans les toilettes et ça ramasse dans les stations d'épuration. Il y a les alkylphénols, les hormones aussi, les produits chimiques industriels, plastifiants, pesticides, composés organiques perfluorés, c'est surtout ça.
les solvants, les produits bromés, ça c'est les retardateurs de flamme. Il y a beaucoup de produits qu'on utilise quand on a des incendies et qu'on veut éteindre la flamme, on utilise des retardateurs de flamme, les hydrocarbures aromatiques, etc. Donc, la liste est grande, mais ils ont retenu à peu près ces éléments pour faire un suivi très sévère. Vous avez certainement entendu parler des PFAS. Les PFAS, ce sont des produits qu'on les trouve partout, dans tout ça. C'est-à-dire, on le trouve par exemple dans les fast-foods pour faire l'emballage des fast-foods, dans les pesticides, dans les retardateurs de flamme, quand on met par exemple du maïs à éclater dans le four à micro-ondes, l'emballage il contient beaucoup de PFAS. Les gens qui vont se maquiller avec le rouge à lèvres ou avec les autres, ils contiennent aussi du PFAS. L'emballage pour les pizzas, etc., la peinture, tous ces produits-là. Comme par exemple, on met un imperméabilisant sur les vêtements, ils contiennent beaucoup de PFAS. Le shampoing, il peut contenir de PFAS. L'emballage des bonbons aussi, le téflon pour les poils qu'on utilise. La soie dentaire, elle contient aussi de PFAS. Donc, le PFAS, il est partout. Le PFAS, il est dans le sang, le PFAS, il est dans les organes, le PFAS, il est partout, dans l'atmosphère, dans le sol, dans les MRF, dans le fumier, il est partout. Mais c'est toujours la notion de la quantité qui dérange, toujours la notion de c'est quoi la concentration qui dérange. Deuxième complexification de PFAS, regardez, ça je vous présente quelques molécules. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 molécules ici de PFAS. Et ce qui rend les choses plus compliquées, c'est qu'on doit identifier, comme par exemple Sébastien Sauvé, quand il a passé à la Semaine verte, lui, il a son laboratoire, il détermine, je pense, 56 espèces de PFAS. Et le PFAS, c'est quoi? C'est des composés fluorés. Il contient beaucoup de fluor ici. Juste, je vous présente les molécules, mais les plus prépondérantes dans l'industrie, c'est parce que l'industrie, il fabrique le PFOA et le PFOS. Ces deux molécules sont les plus répandues, mais il existe d'autres. Et regardez ici, ça c'est une petite molécule, 1, 2, 3, 4, elle a 4 nœuds. Cette petite molécule, elle peut se dégrader. Mais quand on parle de grosses molécules avec plusieurs nœuds, ça c'est 4 nœuds, il n'y a pas de problème, mais quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est le double des nœuds, c'est 8 nœuds, ça devient très persistante et elle reste dans cet état. Et on dit que ce sont des composés qui persistent dans l'environnement. C'est-à-dire, on va le voir dans nos organismes sous cette forme-là, c'est-à-dire sous cette forme inchangée. Les bactéries ne sont pas capables de les dégrader, les micro-organismes ne sont pas capables de les dégrader, il n'y a aucun moyen de les faire dégrader s'ils se trouvent dans cette forme-là. Donc, on doit restreindre leur accumulation dans les sols surtout. Mais soyez certains que ces PFAS se trouvent dans toutes sortes de produits, c'est-à-dire même dans les fumiers, même dans il existe de PFAS. Mais le défi maintenant, c'est de déterminer c'est quoi la concentration critique. Comment on l'a fait pour tous les autres éléments, comment on l'a fait pour les dioxines et les furanes dans le temps. Ce sont des molécules très dangereuses aussi, et le ministère de l'Environnement, elle a établi des valeurs critiques. Et maintenant, au début, on accordait beaucoup d'importance, on analysait pratiquement toutes les MRF en termes de dioxine et furane. Mais maintenant, on a arrêté, c'est parce que tout le temps, ça sort sans aucun problème. C'est parce que les concentrations sont tellement faibles. La même chose, on va faire le même exercice avec les mêmes tests écotoxicologiques pour déterminer c'est quoi la concentration qui dérange, c'est quoi la concentration qui amène le minimum de perturbation pour l'orge ou pour les vers de terre. C'est parce que ce sont nos deux indicateurs de la transmission de ce contaminant vers les animaux et vers les êtres humains.
Donc, retenez ce PFAS, il y en a 7 sortes et 7 sortes. Et je vous montre ici, Sally Browns de l'Université of Washington, elle a montré des concentrations. Ils sont très élevés dans les tapis, dans le rouge à lèvres, dans le mascara, dans les paquets, l'emballage de fast-food, etc. Mais dans les biosolides, elle a démontré que la concentration est beaucoup plus faible. Regardez, elle a mis en vert ici par rapport aux d'autres. C'est-à-dire ce qu'on a chez nous, dans nos maisons, etc. Les biosolides contiennent très peu d'eux. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dans le sang, dans notre sang. Ces 2 molécules que je vous ai montrées, c'est parce que ce sont les plus fabriquées. Ces 2 molécules-là, c'est celle-là et celle-là. C'est le PFOA et le PFOS. Et ici, ça c'est le sang, combien notre sang il contient. Donc, il contient du PFOA 5 et PFOS 30. Ça, c'est dans les années 99, avant la législation. Maintenant, la législation est beaucoup plus sévère par rapport aux eaux potables, parce que les eaux potables, maintenant, on est très sévère par rapport à ces eaux potables, et qu'avec la législation, ça a beaucoup diminué. Les PFOS, ça a diminué de 30 à 6. Donc, notre équipe de recherche va accompagner tout le monde, va accompagner les conseillers, les producteurs, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, avec ces tests, comme les tests avec les vers de terre. Donc, on met plusieurs concentrations de MRF et on regarde, est-ce qu'il y a une perturbation dans les vers de terre? Est-ce que, de point de vue reproduction, c'est-à-dire ils vont se multiplier, les vers de terre, on va voir, est-ce que la matière résiduelle fertilisante qu'on apporte, est-ce qu'elle va diminuer la reproductibilité de ces vers de terre? Donc ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est le test avec de l'orge. Et il y a un autre test avec les bactéries bioluminescentes. Nous, on va se concentrer sur deux-là. Moi, je vais conduire les tests de l'orge et au CAQ, on va continuer avec les tests avec les vers de terre. C'est le même étudiant au doctorat qui va conduire les 2 tests. Et on va vous arriver très bientôt avec des concentrations critiques de PFAS et avec les molécules, bien sûr, avec toutes les sortes de molécules. Donc, le débat est maintenant par rapport surtout par rapport au PFAS, mais nous, on va se pencher sur tous les contaminants d'intérêt émergent et on va se pencher aussi sur le microplastique. C'est ça. Donc, j'ai essayé de simplifier parce que les sciences sont très complexes. Parfois, je parle avec mes collègues, des professeurs qui sont dans d'autres domaines et ils trouvent certains concepts sont très complexes. Ça fait que j'ai essayé de simplifier. C'est parce que généralement, ces genres de sciences qui permettent de déterminer des valeurs critiques pour les contaminants d'intérêt émergent ou pour le plastique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on a formé vraiment des comités pour qu'on se consulte, même des comités à l'international. C'est-à-dire, on a mis un étudiant au doctorat et on a invité beaucoup d'intervenants qui sont spécialistes. On a des spécialistes dans le plastique, on a des spécialistes dans les contaminants d'intérêt émergents pour vraiment voir tous les problèmes reliés à chaque composante qui peut déranger. C'est ça. Je pense que j'ai terminé ma présentation. Je m'attendais à ce que vous m'arrêtez, mais ça va. Donc, vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant. Mais j'ai terminé. Merci beaucoup. Je vous prie. Peut-être dire qu'on a quelques Oui, on a quelques personnes en présentiel ici, des quinzaines de participants en virtuel. On va ouvrir la période de questions si vous voulez y aller peut-être en présentiel en premier. Je vais ouvrir mon vidéo. Merci beaucoup. Hein? C'était vraiment très bien, très... oui, c'est ça. Je pensais à vous à un moment donné, je me disais, il doit avoir soif de tout jaser comme ça, là. C'est Michel. Fait qu'on a des utilisateurs ici en salle, puis on a des agriculteurs qui n'en ont jamais pris, je pense. Oui, tout le monde ici a pris Yvan, non, hein? C'est ça. Fait que est-ce qu'à première abord, suite aux émissions, qui a vu les émissions à la série?
qui a enquête en salle? Ici, tout le monde? Non? Moi, je l'ai eu. Oui. Non? Hein? Ouais. On a senti vraiment qu'il il voulait faire du sensationnalisme, là, mais en tout cas, puis il y a eu beaucoup de courriels qui ont été circulés aussi sur ça, là, fait que, mais tu sais, je pense que là, avec votre conférence, là, ça l'a rassuré beaucoup de monde, puis on sent vraiment que, parce que les émissions, ils laissaient quasiment entrevoir que les gens y étaient ignorants puis qu'ils ne connaissaient rien dans ça, dont notre présidente de l'Ordre des agronomes, là, qui était toute comme, mais tu sais, je sens que les gens qui travaillent dans ce milieu-là, ils ont une meilleure connaissance. Fait que, messieurs, mesdames, qu'est-ce que vous en dites là, suite à ça? Moi, je sais que j'ai des agriculteurs qui ont dit, tu sais, je veux continuer à recevoir des produits, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que nous, en tant qu'agronomes, quand on reçoit des avis de projet, on a le détail des produits, mais ça, les PFAS puis les PFOS, ils étaient moins... il n'était pas indiqué, fait que je pense que c'est peut-être un nouveau élément qui va sortir dans les analyses. Je sais que Myriam à Varennes, chez CEMEX, ça va faire analyser. Les gens chez Englobe, ils nous ont dit que ça faisait plusieurs années qu'ils testaient pour ça aussi. C'est pour ça qu'ils vont chercher aux États pour demander ça. Ouais, il y a toute l'histoire des États-Unis. C'est bourré, puis lui, il rase. Oui, tu sais, est-ce que, professeur, vous voulez parler un petit peu de ça par rapport aux produits? Oui, c'est ça. Moi, je travaille aussi en collaborateur avec l'État du Maine, Ned Bicher. En tout cas, si vous tapez son nom, Ned Bicher, c'est lui l'équivalent de Marc Hébert avant, c'est-à-dire c'est ça. Et puis, mais sauf que lui, il gère vraiment toutes les MRF. Et comme je collabore, même on a des articles en commun, etc. Et il m'a raconté l'histoire de ce qui s'est passé à l'État du Maine. D'une part, au Québec, on n'a aucune usine ou au Canada de fabrication de PFAS. Donc, c'est parce que dans l'État du Maine, le problème, c'est que c'est un résidu industriel. C'est une usine de fabrication du carton et le carton, ils mettent un papier imperméabilisant qui contient beaucoup de PFAS. Et ce PFAS a été mélangé avec les biosolides. Donc, c'est un cas très, très, très particulier d'après ce qu'il m'a dit. Et puis, il est inquiet que son gouvernement, il a réagi de cette sorte. Et qu'au lieu de délimiter le problème et de le cerner et de vraiment dévier les sources de contamination par cet industriel, au contraire, ils ont mis comme un moratoire sur l'utilisation même à l'État du Maine, c'était choquant. Vraiment, c'était choquant. Le fait, parce que continuer à utiliser les MRF, c'est une pratique environnementale par excellence. C'est diminution des gaz à effet de serre et c'est bon pour les producteurs agricoles, c'est parce que ça assure la santé des sols. Je vous donne un exemple. C'est comme la semaine verte aussi. Ils ont pris des échantillons dans un fumier, dans un truc avec les matières résiduelles fertilisantes. Ils ont trouvé que c'est 5 fois plus concentré. Ça ne veut rien dire. D'une part, les concentrations sont très faibles et même plus faibles que la concentration de PFAS dans notre sang. Notre sang il contient plus de PFAS que ce que le chercheur a trouvé dans la semaine verte. Ça dure. Et de deux, je vous donne par exemple une comparaison. Le lait maternel avec le lait de vache. Le lait maternel, il contient de 300 à 400 fois plus de PFAS que le lait de vache. Est-ce qu'on arrête les mamans d'allaiter leurs enfants avec tous les bénéfices du système immunitaire? C'est impossible. C'est parce que les avantages du lait maternel, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que le PFAS, avec des PFAS aussi qui ne sont pas réglementés par rapport aux biosolides. Maintenant, c'est réglementé par rapport aux eaux potables, c'est réglementé par rapport à des sédiments, c'est réglementé mais pas par rapport aux matières résiduelles fertilisantes
et on fait l'effort pour le faire. Donc, au Québec, sincèrement, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça pour le moment, mais on va attendre la recherche pour ajouter la liste, parce qu'on va utiliser les mêmes tests écotoxicologiques, le même test de l'orge, le même test des vers de terre, on les a faites avant. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il aurait sorti quand on a testé avec le cadmium, avec le plomb, avec le... Bon, on dit que ce sont des nouveaux produits, mais les tests écotoxicologiques, j'imagine qu'ils vont donner les mêmes résultats. Donc, il n'y a pas pour moi, c'est-à-dire, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est ça ce que j'ai dit aussi à la Semaine verte, ils m'ont interviewé. Donc, ils sont venus à mon université, ils ont passé une journée, ils sont retournés pour les essais au champ, on était très transparents, mais ils n'ont rien passé de ça. C'est parce que j'ai parlé seulement des bienfaits des MRF et que c'est-à-dire que de ces sortes de contaminants, c'est très maîtrisable. C'est-à-dire maîtrisable à la source, maîtrisable à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est pas à cause de ces PFAS qu'on va bannir l'utilisation des MRF. Au contraire, les MRF, ils ont tout l'avantage d'être utilisés puisque sont utilisés avec le maximum de sécurité. Et c'est ce qu'a fait le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et aussi le groupe des chercheurs. Malheureusement, l'approche de la Semaine verte ou d'enquête, elle n'a rien de scientifique. C'est vraiment des informations, je dirais, farfelues, et puis ils n'ont pas fait des hypothèses bien consolidées et d'aller vraiment étape par étape pour valider une hypothèse ou pour infirmer une hypothèse. Donc, c'est ça ce que je n'ai pas aimé et il n'y avait pas de transparence. Donc, ils m'ont interviewé pendant, 2 jours. Il n'y a rien de sorti à la Semaine verte. Pourquoi? C'est parce qu'ils voulaient. Et sincèrement, si je fais la transposition dans d'autres pays, comme en Russie, c'est incroyable combien ils ont voulu aussi faire dénigrer les MRF. Pourquoi? Parce que ce sont des fabricants d'engrais. Et ils ont vu le danger que le MRF, c'est un substitut pour les engrais. En Europe aussi, la même chose. Il y a eu beaucoup de reportages par rapport à ça, mais il y avait une certaine résistance parce que les ministères ou les instances réglementaires, ils sont sûrs de leur coût que les matières de recyclage, ils sont très bons dans la plupart des cas, mais s'il y en a des petits problèmes très pointus, s'il y en a des exceptions, il faut traiter ces exceptions et il ne faut pas empêcher les gens à vraiment appliquer avec le maximum de sécurité les types de biosolides ou les types de biodigesteurs. Ah, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup pour... c'est sûr que nous, quand vous dites ça, qu'ils vous ont interviewé un jour de temps puis qu'il n'y a rien sorti de ça, puis le docteur, le professeur Sauvé, il a fait un article ou une lettre ouverte à la presse hier, puis il a dit que, mon message a été mal interprété, les MRF en milieu agricole, c'est vraiment une belle valorisation, mais ce n'est pas du tout le message qui a été véhiculé par les deux émissions, là. Il y a une mauvaise intention, sincèrement. C'est parce que tous ceux qui ont été interviewés, même aussi Madame Agathe du ministère de l'Environnement, elle était surprise de constater qu'ils ont pris des bouts de messages, mais c'est parce que leur intention n'était pas bonne. C'est-à-dire, ils ont mis quelque chose dans la tête, il y a des PFAS, et ils sont allés avec des sauts quantiques comme ça pour aller montrer qu'il y a un problème, alors que c'est vraiment, je dirais que pour le moment, c'est négligeable. Et de deux aussi, malheureusement, qui n'est pas venu à la fin de ce projet où on démontre qu'il n'y aura pas d'inquiétude. En tout cas, on va attendre la recherche, mais j'en suis persuadé, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tests faits dans le passé d'écotoxicologiques et ils n'ont pas montré d'effets néfastes sur ces espèces indicatrices, comme par exemple l'orge et les vers de terre.
Super, ça. Puis, professeur aussi, par rapport à nous, nos agriculteurs qui participent à votre projet, je sais que RIM n'est pas avec vous, mais là, vous êtes venu, RIM est venu au champ, elle a pris des échantillons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus du projet? C'est ça, c'est parce que le projet, pour cette partie, on a collecté des échantillons. RIM, c'est la professionnelle de recherche dans mon projet. Elle a été engagée pour ce projet structurant sur les MRF. Et on a mis comme une librairie des sols qui reçoivent beaucoup de MRF. Beaucoup de MRF, on veut avoir de toutes les sortes. Ceux qui ont reçu un peu, ceux qui ont reçu des doses moyennes, ceux qui ont reçu, ça fait longtemps, des MRF. Et on veut former des librairies de sols receveurs de MRF. Et à partir de là, on va faire toutes les analyses de PFAS, des contaminants, les plastiques et tout. Et en même temps aussi, on veut développer des méthodes de ce qu'on appelle la chimie sèche. Quand on scanne le sol, on est capable de déterminer ses propriétés par rapport à ça, par rapport au plastique, par rapport à... Et donc, mais pour ce faire, on a besoin d'une grande quantité de sol, c'est-à-dire de plusieurs sols. Donc, c'est pour ça qu'on s'est promené un peu partout dans la province, on a ramassé beaucoup de sols de cette sorte et on va faire des analyses très poussées et on va le garder comme une librairie pour dire aux gens, voici ce qu'on a déterminé comme et c'est quoi l'avenir, c'est-à-dire à la place d'attendre un échantillon de MRF ou un échantillon de sol qui va dans un laboratoire, on va scanner votre sol et on va déterminer des propriétés d'une façon très rapide. Ça, c'est une bonne partie du projet. Parce que là, côté chiffres, là, il me semble, si RIM, j'ai bonne mémoire, elle cherchait 400 sols répartis à travers le Québec. Oui, c'est ça. Notre objectif, c'est 300 sols pour les sols et 600 MRF. C'est ça. Donc, chaque année, on reçoit 200 MRF pour 3 années, ça fait 600. Et chaque année, on collecte, mais elle a dépassé les 100. Et 100 sols receveurs par année, ça va donner 300 sols receveurs ou plus. Fait que c'est vraiment un beau projet structurant. On est content de savoir qu'au Québec, on est bien appuyé par la recherche, là. Mais c'est ça, il est venu par un décret ministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, elle nous a appuyés. On est plusieurs universités, on est un centre de recherche et on collabore avec l'international aussi. On n'est pas seul. On n'est pas au Québec seulement. On collabore avec la France, on collabore avec l'Australie, on va collaborer avec les États-Unis. Et c'est ça. Donc, comme on l'a fait pour les centres de boue municipales, moi, j'ai fait avec vraiment une collaboration aux États-Unis et pour toutes les provinces canadiennes. Ici, en salle, je ne sais pas, les gens qui sont en web, on ne veut pas vous mettre de côté. Est-ce que les gens en web, vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez les écrire dans la discussion. Il y a quatre petits items de discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions dans ça. Merci, c'est très intéressant. Bon, c'est bon. Monsieur Bousquet, est-ce que vous avez des petites questions? Jean-Claude, Christian, gênez-vous pas, la parole est aux agriculteurs. Stéphane, ce n'est pas un grand utilisateur. Peut-être qu'il y a des questions aussi, là. C'est sûr que, tu sais, toute la question du plastique, tu sais, je pense que les stations qui font des efforts pour sortir le plastique des MRF, c'est vraiment, tu sais, je ne sais pas s'il peut y avoir un incitatif, parce que je sais qu'à Saint-Hyacinthe, ils reçoivent beaucoup d'agroalimentaire, puis pour eux, c'est plus simple de shredder le plastique que de l'éliminer parce qu'ils reçoivent des petits de yogourt. Fait que, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un incitatif gouvernemental pour que plastique.
C'est ça, le plastique, c'est parce qu'on n'a pas encore déterminé est-ce que le plastique est dangereux ou n'est pas dangereux. C'est parce que, d'après les Européens, ils disent que le plastique, son problème, c'est que c'est comme le véhicule de contaminants d'intérêt émergents. Il les attire. Mais nous, on va faire vraiment des essais avec seulement du plastique. On va faire des essais seulement avec des contaminants d'intérêt émergents. Et on va faire les combiner aussi les deux pour voir est-ce que c'est vrai que le plastique c'est dangereux d'une part. S'il y en a un effet de microplastique sur la santé, sur les tests écotoxicologiques, c'est sûr qu'on va demander de faire un effort au niveau industriel pour essayer de les éliminer. C'est parce que s'ils attirent ces contaminants d'intérêt émergents et qu'il y a un supplément dans les procédés d'éliminer le plastique, pourquoi pas. Donc, j'imagine que c'est faisable. Mais c'est des coûts. Pour le moment, le problème ne se passe pas parce qu'on n'a rien au niveau de la recherche, mais si la recherche démontre que le plastique pose un problème, il va y avoir des efforts supplémentaires pour les enlever, à mon avis. Oui, puis aussi, tu sais, penser plus long terme, les contenants, changer vers des produits à base de soya ou, tu sais, on aime un petit pot de yogourt, mais si ça peut être plus écologique, c'est... Oui, non, c'est sûr que des habitudes vont beaucoup changer à partir de ces recherches-là. C'est parce que les emballages posent un problème. Les emballages, c'est les PFAS, c'est dans les emballages. Ça, dans les papiers, comme je l'ai montré pour le chocolat ou les bonbons, c'est tout ce qui est imperméabilisant, tout ce qui rend comme par exemple les trucs, le lait, par exemple, pour le rendre imperméable à la surface, ils doivent ajouter ce PFAS. Ouais, mais... Moi, je suis moins attirée par le popcorn suite à votre présentation. Oui. Ah, le popcorn, c'est le plus de PFAS dans le popcorn au micro-ondes. L'emballage, il ne fait pas beaucoup de PFAS. Oui. Puis les enfants, hein, c'est rien de plus le fun que mettre un petit sac au micro-ondes puis le voir popper, mais là, on va acheter nos grains. On achète des grains et des fers à la sienne. Oui. C'est nous qui va popper. Oui, c'est ça. Des fois, que les importations américaines, dans les prochaines années, c'est vraiment contaminé. On a une question par rapport au MRF américaine. Est-ce que surtout ceux qui viennent du Maine. Ben, tout, tu sais, est-ce que, c'est une des questions éthiques, c'est on a nos MRF qu'ils n'ont pas tant de facilité à être placés que ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'importer des produits des États-Unis? Moi, à mon avis, je serais beaucoup plus à l'aise de ne pas les utiliser ici. Pourquoi? C'est parce que, d'une part, nos normes sont beaucoup plus sévères que les Américains. C'est beaucoup plus sévère, c'est incroyable. Et de deux, c'est parce que même les efforts qu'on fait au niveau industriel, c'est des efforts qui permettent un peu d'augmenter l'efficacité de nos MRF. Au niveau américain, c'est parce qu'avant, c'était destiné beaucoup à l'enfouissement. Maintenant, ils veulent bannir comme nous l'enfouissement. Idéalement, c'est de recycler ce qu'on a mieux que d'aller chercher aussi ces genres de produits des États-Unis, à mon avis. Et puis, c'est parce que eux, ce sont des producteurs aussi de PFAS. Il y en a beaucoup d'usines, mais on ne le sait pas. Donc, il faut faire des enquêtes dans les biosolides, c'est parce que tout se ramasse dans les stations d'épuration. S'il n'y en a pas des producteurs de PFAS, ici comme au Québec, donc on est très sécuritaire, mais si on ramène des produits qui seront mélangés avec les résidus industriels qui peuvent contenir beaucoup de PFAS, c'est ça le problème. En attendant la recherche, en attendant les limites critiques qu'on va établir, à mon avis, c'est beaucoup plus sécuritaire de ne pas utiliser les MRF des États-Unis. Merci. Je ne sais pas, c'est Anglo qui amène ça ici et qui mélange à Sherbrooke. Vous avez vu un reportage? Oui. Quand tu mélanges chez vous, tu ne le sais pas. Oui. L'eau qui vient. Non, mais
nous, en tant qu'agronome, on peut faire la demande et dire on ne veut pas de produits des États-Unis. Là, c'est facile. Là. Ouais, c'est ça. On a assez de votes de madame. Oui, oui. On a des petites questions, Monsieur Mousseau. On va juste attendre. Jean-Claude Collet avait une question sur est-ce qu'il y a un risque que des contaminants au-dessus des normes passent au travers des filets de contrôle. Ah, c'est bien ça, Jean-Claude, professeur. OK. Parce que je pense les MRF, moi, je travaille beaucoup avec CEMEX à Varennes parce qu'ils sont vraiment sur notre territoire. Je pense que Myriam a fait des essais peut-être à test à tous les mois ou 2 mois. Mais c'est ça, est-ce que ça se peut qu'il y ait un déversement puis qu'à un certain moment donné, il y ait des bouts qui soient plus contaminés? Vous posez la question à moi, c'est ça? Hein? Ou Oui. Oui, ok, c'est ça. Oui, c'est parce qu'il y a des périodes, des épisodes où c'est des épisodes comme pluvial où il n'y a pas de contrôle au niveau des stations d'épuration. Malheureusement, il y a une partie qui pourrait ne pas être traitée avant d'être rejetée. Ça pourrait être un des conséquences, mais ça va dépendre vraiment. Est-ce que c'est par rapport aux contaminants ordinaires qu'on a l'habitude de les voir? C'est parce qu'il ne faut pas regarder seulement les contaminants d'intérêt émergent, même les autres contaminants, c'est le même problème. S'il y a des épisodes où il n'y a pas de traitement, il y a un relâchement, ça pourrait affecter les eaux. C'est parce qu'on retourne des eaux comme ça sans être traitées. Et ça, c'est quand il n'y a pas de contrôle. C'est parce qu'il y a une capacité au niveau des stations d'épuration. Mais c'est des épisodes. Moi, j'ai fait le suivi avec la station de Longueuil. Il n'y a rien d'inquiétant par rapport aux contaminants ordinaires, les 14 éléments que j'ai montrés. Donc, c'est sûr que je n'ai pas de données sur les PFAS ou pour les contaminants d'intérêt émergent, mais ça se peut. Mais ça, pour répondre à la question, il faut prendre des échantillons et faire le suivi. Moi, je l'ai fait à la station de Longueuil, un suivi à toutes les mois d'analyse, etc. Et c'est ça. Donc, les contaminants aussi, ça évolue. J'ai une publication aussi par rapport à ça. C'est cyclique, vraiment, c'est cyclique. Mais ça reste toujours dans les normes d'utilisation. Parce que Jean-Claude, il voulait préciser que c'était vraiment sur les MRF, mais il y a quand même un lien entre les eaux usées et les MRF parce que ils filtrent l'eau puis les déchets, ils vont dans les bassins souvent pour... Oui, oui, c'est ça. Mais dans ces épisodes, c'est ça, effectivement. Donc, ce qui reste, il est traité avec les sels. Vraiment, je ne peux pas répondre comme il faut à cette question. Il faut prélever des échantillons et les caractériser de point de vue. C'est sûr que de point de vue épisode, ça, je l'ai vécu à travers l'école. J'ai étudié tous les contaminants, pratiquement les 14 contaminants à la station de Longueuil, et c'est cyclique. C'est pas pareil. Ça, j'ai un article publié, je peux vous l'envoyer aussi. Et c'est ça. Mais pour les contaminants d'intérêt émergent, ça, je ne le sais pas vraiment. C'est parce qu'on n'a rien par rapport à ça. C'est parce qu'on commence à les caractériser. On n'a même pas la méthode, imagine. Donc, pour les plastiques, on a la méthode. Pour les contaminants d'intérêt émergent, on n'a pas encore la méthode. On est en train de la faire. Bon, mais c'est bien, M. Mousseau, vous avez été bien patient. Est-ce que vous voulez nous donner votre question? Oui, je suis patient comme d'habitude. Il y a quand même un reportage ou deux qui ont passé dans la télévision, là, puis les producteurs, c'est ça qu'ils ont vu. C'est très intéressant ce que j'entends ce matin, là, mais on est 30, là, puis il y en a 20 000 producteurs au Québec. Là. Quel genre de communication qui pourrait être faite pour rassurer le monde? Parce que ce que vous dites, c'est très réaliste, mais on n'est pas nombreux, là. Puis moi, je me dis, les autres qui sont inquiets, là, comment on fait pour les rassurer? Y a-t-il une communication qui est prévue par le groupe qui travaille là-dessus pour rassurer? Puis comment ça va percoler à travers toute la profession?
C'est une excellente question. Les deux ministères se sont réunis, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, pour rassurer le monde, c'est sûr. Et puis, je pense, je ne veux pas me prononcer rapide, mais je pense qu'ils vont ouvrir un programme pour rassurer davantage les producteurs en ouvrant des analyses à faire pour les sols et pour les MRF de point de vue PFAS. C'est parce que les deux émissions, c'est par rapport au PFAS. Et M. Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal, il a un équipement sophistiqué comme incroyable. Comme Englobe, il fait des analyses dans un laboratoire accrédité. La limite de détection, c'est 3, je pense, c'est 3 parties par billion, alors que lui, il va dans les 0,01 parties par billion. C'est incroyable. C'est comme, je rappelle la partie par billion, c'est comme une carte de crédit, vous la découpez 1000 fois et vous prenez un morceau, le 1 millième de cette carte de crédit, vous le mettez dans un terrain de football. C'est rien, c'est de l'infiniment petit. Et il est capable de détecter avec l'équipement qu'il a. Je pense que les deux ministères vont ouvrir ce programme-là pour aider les producteurs et pour les reconforter par rapport à ce qu'ils ont. C'est pas très dangereux. C'est parce que M. Sauvé, il a fait des analyses pour les MRF. Il n'y a rien d'inquiétant. Donc, il reste pour les sols receveurs, c'est parce qu'ils disent à long terme, c'est parce qu'on recevait à je ne sais pas combien de fois par un cycle de 5 ans. Mais si les producteurs appliquaient à long terme, est-ce qu'il y a une inquiétude? C'est ça que vous pouvez aussi adhérer à ce programme pour avoir des analyses de vos sols. Et ça, c'est au début de 2023, je pense. C'est-à-dire, c'est dans les prochains mois, le programme qui va s'ouvrir. Ça, c'est beaucoup plus réconfortant. C'est-à-dire, si vous envoyez vos échantillons au laboratoire de M. Sauvé, donc il y aura, et que vous n'aurez pas des concentrations inquiétantes, c'est sûr que ça va vous rassurer. Super. Ça, puis là, Ève Richelieu, elle a levé sa main. Je me dis peut-être que Ève, c'est notre répondante au MAPAC. C'est elle qui m'a donné le cue pour approcher Lofty puis RIM pour participer au projet et tout. Fait que, Ève, est-ce que tu avais Est-ce que tu allais nous rassurer par rapport au MAPAC? Attends un peu, j'essaie d'ouvrir ma caméra. Donc, bonjour à tout le monde. Il y a plusieurs producteurs que je connais, que je n'ai pas vus depuis longtemps. Puis, en tout cas, bon, ben, malheureusement, je ne suis pas capable d'activer ma caméra et je ne sais pas pourquoi. Non. Donc, bon, ben, je vais vous parler comme ça. Par rapport au MAPAC, pour répondre à ta question, non. Mais par rapport, pour répondre à M. Mousseau, hier, j'ai vu un communiqué du ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le propos. Puis, c'est très, très détaillé. Là, c'est très rassurant d'ailleurs. C'est très détaillé. Je trouve ça plate que ça a été juste publié dans le tout pourri alors que les gens, la plupart des producteurs n'ont pas ce média-là. Là. Mais c'est ça, si jamais tu peux le flipper à tes producteurs. Puis oui, je vais poser la question au niveau du gouvernement s'il n'y a pas quelque chose là, qui pourrait être fait pour rassurer l'ensemble des producteurs parce que c'est vrai que on a un petit groupe serré, on a été rassuré par M. Chiari, mais l'ensemble de la population a besoin aussi d'être rassuré. Là, ça serait peut-être intéressant qu'il y ait quelque chose qui soit fait, mais à mon niveau, là, la petite conseillère au MAPAC, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, je vous dirais, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour faire bouger les choses un petit peu plus rapidement là, pour, à court terme, rassurer les utilisateurs et les voisins des utilisateurs d'MRF. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toute cette question éthique-là que la Semaine verte puis l'enquête ont soulevé, c'est qu'ils ont fait comme peur aux ruraux qui restent en campagne, puis là, ils vont être plus alertes. Ils ont perçu des brides, ils n'ont pas été plus loin dans la réflexion. Fait que là, ils vont voir chez leurs voisins un tas qui s'effoire, puis ils vont dire... Ouais, c'est ça. Ils vont faire, ils vont avoir les baguettes dans les airs, puis ça va être un peu la chasse
aux sorcières, on ne l'espère pas. Evelyne, tu voulais nous jaser? Oui. Ah, bon. J'ai trouvé. Oui, bonjour. Ben, je voulais juste renchérir. J'ai trouvé ça intéressant quand l'autre fille disait qu'il avait été interviewé par la Semaine verte puis que, tu sais, il avait quand même pris du temps pour ça. Je me demandais si éthiquement, il n'y avait pas un recours là, parce que c'est sûr que, tu sais, j'ai vu plein de documentation passer, moi aussi, depuis 2 semaines. Ça m'a beaucoup rassurée, mais à chaque fois, je me disais, tu sais, ça n'a jamais l'impact que la Semaine verte a eu ou que Enquête a eu. Puis c'est ça, je me demandais, est-ce que les personnes qui ont été interviewées puis qui n'ont pas été citées finalement pourraient faire un recours à la Semaine verte pour dire, ben là, vous avez montré plus un côté de la médaille, puis je pense que ce serait valable de montrer l'autre côté que je présentais, puis je pense que c'est quand même étayé. Est-ce que M. Chiari, ce serait quelque chose d'envisageable? Oui, c'est ça. On est en discussion. C'est comme cet après-midi, on va avoir une discussion avec le MAPAC et le ministère de l'Environnement pour voir comment on peut agir par rapport à ça. C'est pas normal. On m'a mobilisé toute mon équipe aussi. Ils ont pris des drones, ils ont filmé les essais au champ, ils ont filmé partout. C'est-à-dire, ils m'ont interviewé pratiquement toute une journée moi-même, plus mon équipe une autre journée. Ils sont revenus à la récolte une 3e journée. Il n'y a rien de ça qui est passé. C'est incroyable, en tout cas. Ouais, ça vous a pas l'air Oui. Fait que c'est... Christian, est-ce que tu avais une question, hein? Christian Chaput, à quelle fréquence sont prélevés les échantillons? Ah, ça, c'est M. Christian demandait avec quel droit ils peuvent utiliser les États-Unis si les normes sont supérieures ici au Oui, c'est ça. Comment? Non, parce que je ne sais pas la compagnie qui utilise, je pense Englobe qui a. C'est Englobe. C'est Englobe, c'est ça. En principe, ils refont les analyses ici. D'après Englobe, ils étaient corrects de point de vue normes applicables au Québec. Et puis maintenant, la discussion, c'est parce qu'Englobe utilise un laboratoire. Rappelle-moi, Michel, c'est quel laboratoire que Englobe utilise? C'est-tu Environex? Environex, je pense Environex. Et que la limite, tout ça, c'est par rapport à la limite de détection. Moi, sincèrement, je trouve que même le laboratoire qui déclare une limite de détection de 3 ppb partie par billion, je trouve que c'est correct. Mais M. Sauvé, il trouve que c'est pas l'équipement qui est très approprié pour déterminer des PFAS. Je suis tout à fait d'accord si c'est des PFAS qu'on cherche dans les eaux potables. Mais pour les eaux, pour les MRF, sincèrement, 3 ppb, c'est parce que dans le sang, de toute façon, on a beaucoup plus que ça. Ça peut monter jusqu'à 30 ppb, alors que la limite de détection est de 3. Et Englobe, quand ils ont envoyé ces échantillons-là, ils se sont tous déclarés en dessous de la limite de détection de l'appareil de ce laboratoire de Environex, je pense. Donc, c'est ça. La discussion maintenant par rapport au laboratoire de M. Sauvé, le laboratoire que Englobe utilise. C'est ça. Et je pense, d'après moi, c'est très correct, même si la limite de détection de 3 ppb, c'est pas très inquiétant du tout. C'est-à-dire, ils ont déclaré que tout est en bas de la limite de détection, alors qu'il aurait dû, d'après M. Sauvé, déterminer une concentration réelle à la place de dire que c'est en bas de la limite de détection. Et l'environnement, fais-tu des analyses les autres mêmes? Est-ce que la question est de Germain, il veut savoir, est-ce que l'environnement, est-ce qu'ils testent les produits qui sont épandus? Est-ce qu'ils font comme de la surveillance? Pour les produits épandus, c'est ça. Pour le moment, c'est la surveillance, c'est sûr que ça se fait au niveau des sédiments, au niveau des eaux potables, au niveau des...
mais sincèrement, dans les sols receveurs, non. Et c'est ce qu'on veut apporter dans notre projet. Dans notre projet, on veut avoir une surveillance. Et on apporte des nouvelles techniques comme la chimie sèche, le dry chemistry, pour aider à faire de la surveillance avec le dry chemistry, parce que ça ne coûte pas cher. On scanne des sols et on aura des indications. Non, mais ma question, c'était comme Laurent Blais qu'on parlait de faire. Si moindrement qu'il y a une plainte, il arrive l'environnement, ils prennent des échantillons. Oui. Là, nous autres, on reprend des échantillons, on teste. Mais pourquoi dans les fumiers ou les MF ne sont pas faits dans le même principe? Oui, là, je ne sais pas, peut-être que l'OFTI ne peut pas répondre parce que c'est peut-être plus en lien avec le ministère de l'Environnement. Mais tu sais, à partir du moment qu'il y a des plaintes, est-ce que… Mais non, mais je veux dire, si les producteurs font une plainte à l'environnement en disant englobe ce que je fais avec le fumier, ce qui vient des États, est-ce qu'ils vont aller prendre des échantillons? Ils viennent pour nous autres en courant. Ils ne pourraient pas aller tester. Englobe. En tout cas, j'espère fait des plaintes et qu'ils n'ont pas le choix de faire quelque chose. C'est ça. Parce que même en Globe, maintenant, on n'a pas une méthode standardisée pour extraire, par exemple, le PFAS dans les matières résiduelles fertilisantes. On n'a pas la méthode, on doit la développer. Donc, c'est sûr que le ministère va attendre à ce qu'on développe. C'est parce qu'ils ont confié au CAQ. Le CAQ travaille avec nous, avec M. Sébastien Sauvé, parce qu'ils ont dans les sédiments, ils ont dans les eaux potables, ils ont dans toutes les matrices, sauf dans les MRF et dans les sols receveurs. Donc, on doit les développer dans les sols receveurs de MRF et dans les MRF. Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire de la surveillance tant qu'il n'y a pas de méthode. Et ils ne savent pas comment Englobe utilise. Je pense qu'Englobe, ils font affaire avec le laboratoire et le laboratoire utilise la méthode des sédiments. Est-ce qu'elle est appropriée, n'est pas appropriée? C'est en principe, c'est à partir de la recherche qu'on va le déterminer. C'est-à-dire, pour le moment, on n'a pas. Malheureusement, c'est des recherches en cours. Jean-Claude avait une question. Il voulait savoir à quel intervalle les MRF étaient testés. Moi, je pense que c'est peut-être une question de volume, dépendant de la station. Sûrement que Longueuil, ils sortent plus de produits, ils testent plus souvent que une municipalité comme Verchères, qui est tout petite. Ouais. C'est ça, vous avez répondu à la… La ville est grosse, plus. Oui. Il y a comme des protocoles, Jean-Claude, par rapport à ça. Puis, selon la grosseur, c'est testé plus souvent. Mais nous, quand on reçoit les avis de projet puis les demandes des fournisseurs de MRF, ils vont nous envoyer des fiches avec tous les contaminants, puis on voit, il va mettre les maximums, la moyenne, puis il va mettre sur les 12 derniers mois toutes les analyses qui caractérisent la MRF qu'on va épandre au bout. Fait que nous, on travaille avec les moyennes, mais il y a aussi les maximums, puis on peut voir à tous les mois ou à toute la fréquence selon la station les analyses. Fait que ça, souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on envoie aux agriculteurs, mais nous, on y a accès. Fait qu'on peut faire la surveillance puis le regarder, là. C'est sûr que nous, à force de travailler avec des MRF, on développe nos compétences aussi, là, parce que, tu sais, on va se le dire, ici, dans la salle, j'ai un producteur qui avait des vaches, il n'y en a plus. Roger, il y avait des vaches, des lapins, il n'y en a plus. Marc-Antoine, il y avait des vaches, il n'y en a plus. Fait que, tu sais, la production animale, la quitte, malheureusement. Change de place, un peu. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de porc, on n'a pas de poulet dans nos secteurs. Fait qu'à Saint-Robert, c'est un petit peu différent. Là, vous avez un peu plus de production animale. Mais nous, là, dans la grande région de la Rive-Sud de Montréal, on a vraiment moins de production animale. Mais on a beaucoup d'MRF disponibles. Là, ça. J'ai une question. Vu qu'on fait du semi-direct, est-ce qu'il y a des dangers que les concentrations, vu qu'on ne brasse jamais, sont plus pour le PAF, il ne faut pas dire ça, le PFAS, s'ils vont s'accumuler plus que quelqu'un qui brasse le terrain? Parce que, est-ce que vous avez bien compris la question? Oui.
Mais c'est ça, c'est parce que si le MRF n'est pas bien incorporé, on n'a pas l'avantage d'augmenter la charge microbienne. C'est parce que ça va rester restreinte dans les premiers centimètres. C'est ça le problème. Mais aussi, c'est comme si on a des contaminants au contraire, c'est-à-dire ne sont pas accessibles au système racinaire. Donc, il y a moins de danger si c'est un contaminant. C'est vrai qu'il peut engendrer une toxicité, donc moins de risques s'il reste à la surface. Mais en tout cas, l'objectif des MRF, c'est qu'ils doivent être incorporés, c'est parce qu'on veut augmenter l'activité microbienne. Donc, c'est bien le semi-direct, il offre l'avantage mais l'MRF, idéalement, c'est de l'apporter quand on va l'incorporer cette année-là, mais les autres années suivantes, on revient en semi-direct. Oui, mais je pense que le fait qu'il est brassé dans le profil, il a tout son avantage, puis il n'est pas stratifié. Là, c'est ça. Super. Ça, est-ce qu'on a un autre? C'est des bonnes questions qui nous mènent à réfléchir par rapport à nos protocoles. C'est-à-dire, c'est de mettre, c'est-à-dire de voir l'option pour le semi-direct, c'est quoi la stratification, même pour les contaminants. Donc, c'est ça. Je te reviens, Michel. Si on a quelqu'un dans le semi-direct, on aimerait aller chez lui et faire la on est déjà, ils sont Oui, Rémi est passé chez Germain. Fait que probablement qu'elle va nous retourner un questionnaire. Des analyses dans des terres de 4 ans, puis 3 ans, 2 ans, 1 an. OK. Super, ça. Est-ce qu'à la discussion, c'est une question ou… Merci, Michel. Ça nous donne une bonne idée du suivi sur les MRF. Bon. Fait que, mais en tout cas, tu sais, bravo pour la conférence. C'était clair, c'était éclairant, puis, mais il y avait du stock, puis, tu sais, je sens que tout le monde s'en est sorti grandi de cette conférence-là. Nous, on va, les analyses de sol sont parties par chez vous à vos laboratoires. Fait qu'avec RIM, nous, on va essayer de voir pour avec les résultats, faire une autre rencontre pour regarder c'est quoi qui a été étudié. Puis, tu sais, à travers les agriculteurs, comme Germain disait, il y en a que ça fait 4 ans, 2 ans, il y en a que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y en a qui en reçoivent à tous les 3 ans. Fait qu'on va essayer de voir à travers les résultats s'il y a des tendances qui ressortent. Il y a un portrait intéressant avec ce qu'on a collecté cette année. Oui, OK, oui. Donc, ça va nous prendre une deuxième conférence pour présenter les résultats après. Oui. Fait que super, ça. Est-ce qu'à la salle ici… Oui. C'est des les résidus, tu sais, la matière fertilisante est mieux que les bouts résiduels d'égout? Lofty en a parlé beaucoup, tu sais, sur le C/N, les bouts de papetière, ils demandent de l'azote pour être décomposé. Fait que c'est comme vraiment un autre MRF que nous, on travaille peu avec parce qu'on est loin de ces milieux-là. Mais tu sais, on appelle ça du Crabtree, puis on appelle ça du Finch. Du Finch. Fait que c'est ça, ça vient des milieux, mais je me demande si du Finch, c'est pas des États-Unis. Oui, c'est ça, hein? C'était là le questionnaire. Oui. On a dessus. Oui, parce que les bouts de papetière, tu sais, il y a beaucoup de papier là-dedans. Fait que, tu sais, c'est structurant, mais tu sais, on a du Cascade au Québec, on a du Crabtree. Fait que je pense que c'est les fournisseurs, l'Englobe, Viridis, qu'il va falloir peut-être qu'ils se fassent dire… c'est eux autres qui vont être plus à checker, là. C'est eux autres, en fin de compte. Ben oui, c'est eux qui importent ou pas, là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une pression sur eux suite à ce que nous, on a perçu de la conférence de Lofty qui dit, tu sais, aux États-Unis, on connaît moins le produit, on devrait être plus… Ici, au Québec, on passe sur toutes nos MRF ou si on en fout encore? Moi,
Parce que si on n'importe, on n'a même pas passé toute la note, je ne comprends pas c'est quoi l'idée. Parce que moi, de mémoire, là, je pense que Montréal incinère tous ses bouts, ses poupées pendues. Fait que là, des fois, Ève, tu pourras confirmer, mais je pense que côté Montréal, nous, on essaie de rentrer des cendres sur les fermes, mais c'est des produits très, très concentrés puis très, très lourds. Fait que, tu sais, juste la logistique de tout ça, c'est quelque chose. Mais, tu sais, Montréal, c'est quand même la plus grosse. Ben, c'est la plus grosse ville. Oui, c'est ça. Non, il y a plusieurs qui font l'incinération. Il y a Longueuil aussi qui fait l'incinération. Ils en font. Ouais. Et Montréal, elle fait les trois, c'est-à-dire il livre les boues, il livre les cendres de boue et il livre les granulaires. Ce qui m'a impressionné dans la ville de Montréal, c'est qu'ils ont un tambour granulateur et ils sont en train de granuler les boues. Ils sèchent un peu les boues, ils les granulent. Ça, c'est la troisième option. Donc, il y a les trois dans la ville de Montréal. Oui. Et aussi, ils pensent à mélanger, c'est-à-dire les cendres avec les boues pour granuler aussi. Ça va augmenter la concentration aussi, surtout pour le phosphore, les cendres de boue. Oui. Parce que, j'ai fait des recherches sur ça aussi, sur les cendres de boue pour 14 villes nord-américaines, c'est-à-dire au Canada et aux États-Unis. Oui, parce que, tu sais, historiquement, moi, mon grand-père mettait la cendre dans le jardin, puis moi, je continue à faire ça aussi. La cendre du poêle. Oui, c'est ça. Fait que je me dis que... Non, c'est pas des vidanges. Non, c'est pas des vidanges. C'est du bois, c'est vrai. Mais, tu sais... Mais ça marche, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Parce que nous, on fait des petits essais, mais, tu sais, c'est ça, physiquement, c'est très pesant. La cendre. Fait que c'est pour ça que... Puis c'est très concentré. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est du 36 de phosphore. Fait que... Oui, il faut diluer. Fait que ça prend des fermes que les valeurs en phosphore sont très bas pour pouvoir accepter ça. Puis là, l'épandage, on peut juste mettre des petites quantités minimum. Fait que, tu sais, c'est comme une autre complexité, là. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que les villes, parce que nous, le Grand Mix de Laval, c'est un produit qui a été vendu, puis épandu, puis le fait qu'il est normé, parce que ça, le Grand Mix, c'est un produit BNQ, fait que c'est une MRF qui est cubée, qui est normée, puis qui devient un peu comme un engrais. Fait que les agriculteurs, comparé à des engrais, c'est vraiment moins cher, là, puis ça s'épand bien. Elle n'a pas de produits dangereux. Le fait qu'elle ait été cubée, tout ça. Ben, ce qui est normé, les normes BNQ sont très, très sévères. Donc, il y a vraiment plein de protocoles, puis ils contrôlent beaucoup en amont. Les normes BNQ vont dire on ne peut pas utiliser ça, on ne peut pas utiliser ça. Puis, il y a une liste là, de contrôle en amont qui est énorme, là. Donc, pour pouvoir être normé BNQ, c'est différent, là. C'est vraiment différent par rapport au MRF. C'est sûr que le résultat est le même, là, mais ça passe par une poutine différente, là. Ça coûte très cher être normé BNQ, donc c'est pas tous les fournisseurs qui veulent faire ça. En fait, c'est tellement difficile que juste Laval qui l'a fait puis qui a passé au travers, puis les autres l'ont pas fait. Montréal voulait faire ça à une époque, puis ça n'a comme pas passé non plus. Moi, à ma connaissance, Montréal ne valorise pas de boue de biosolide. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la norme odeur, ça dépassait le O3. C'était très, très... ça sentait trop fort pour qu'ils puissent le valoriser sur des terres agricoles. Donc, c'est la raison pour laquelle il allait vers les cendres. Puis, dans le temps que je travaillais chez Englobe, on avait un projet pilote pour valoriser les cendres. Mais la problématique avec les cendres, c'est qu'elles étaient tellement riches en phosphore que c'était pas, on voyait pas les effets à court ou moyen terme, là, en tout cas. Les producteurs n'aimaient pas l'utiliser non plus parce que ça s'épandait tellement pas bien. Parce que les doses étaient minuscules. Mais là, je savais qu'à l'époque, quand je suis partie, il y avait un projet de cubage. C'est peut-être ça que vous parlez, M. Pierry. Moi, je suis vraiment plus dans le domaine, fait que je ne le sais pas trop, là, mais je
pour revenir au bout, la différence entre une boue, mettons du Finch, où moi à l'époque, je ne peux pas vous dire exactement ce que contient le Finch qui vient des États-Unis, mais quand j'étais chez Englobe, j'étais gestionnaire de projet pour Stadacona, qui est une usine qui font la pâte de papier. Et je peux vous garantir que ce qui venait de Stadacona, les bouts qui étaient gérés chez Stadacona, ça provenait des bio de bois. Donc, c'était vraiment les bio de bois qu'on recevait à l'usine. Eux autres, ils décapaient le bio de bois, puis ils en faisaient ils en faisaient de la pâte de papier. Donc, ce qui se retrouvait dans les bassins, c'était que de la pulpe ou des résidus de pulpe de bois. Donc, il n'y avait vraiment aucun autre intrant, aucun produit chimique, ne serait-ce que dans les bassins pour faire floculer, parce que, tu sais, ils doivent rejeter l'eau dans les cours d'eau, là, donc ils floculent, ils mettent, comme M. Chiari disait, ils vont mettre une poutine, ils vont mettre de l'azote, du phosphore pour activer les bactéries pour qu'ils décomposent le plus possible la matière, puis après ça, ils vont faire floculer le tout en mettant de l'aluminium puis du fer. Donc, le phosphore et la matière en suspension vont floculer dans le fond des bassins. L'eau est rejetée dans les cours d'eau. Ils reprennent la boue, ils la déshydratent, ils la mettent dans des presses pour essayer de la déshydrater, puis c'est ça qui va être envoyé au producteur. Donc, de ce que moi, je connais au niveau des biosolides, pas des biosolides, au niveau des MRF, papetier, dans le cas de Stadacona, la matière première, c'est que du bois. Finch, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans, donc c'est à se poser la question. C'est peut-être à vous conseiller de demander, bon, ben là, faites vos devoirs, dites-nous c'est quoi qu'il y a dans les matières premières, on veut comprendre qu'est-ce que c'est. Pour ce qui est de Capri, puis de Candiac, Candiac, oui. Candiac, là, eux autres, c'est vraiment ce qu'il y a dans le bac bleu, c'est vraiment au bac vert, là, le recyclage. Donc, tu sais, il peut en avoir des papiers cirés, mais c'est très rare, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, c'est plus une fibre de papier. Moi, je m'inquiéterais plus, bizarrement, vous allez trouver ça bizarre, là, mais je vais plus m'inquiéter du bac brun, parce que dans le bac brun, on peut mettre tous les cartons de pizza, tous les cartons agroalimentaires, on a le droit de les mettre dans les bacs bruns. Et ces cartons-là agroalimentaires contiennent des PFAS. Donc, tu sais, je veux pas faire je parle avec la connaissance, j'en ai très peu maintenant parce que je suis plus dans le domaine, mais tu sais, si je veux jaser par rapport à tu sais, je veux pas inquiéter, mais tu sais, si on y va par ce qu'il y a en amont, il faut toujours se poser qu'est-ce qu'on valorise. Donc, c'est quoi qui va être mis dans les bacs, c'est quoi qui est mis. Tu sais, les biosolides municipaux, quand c'est juste, je vais prendre la matière que j'avais à l'époque à Repentigny, c'était exclusivement que le bac, la toilette, là, des eaux usées. Dans les eaux usées, il n'y en a pas de maquillage, il n'y en a pas de carton, il n'y en a pas d'enveloppe de popcorn, il n'y en a pas, tu sais. Fait que dans le fond, c'est d'essayer de voir d'où provient la matière, comment, tu sais, d'où elle provient. C'est vraiment ça ce qu'on peut se poser comme question en attendant les résultats de M. Chiari. On pourrait peut-être voir comment, quelles sont les matières qui sont valorisées, puis c'est quoi la matière première, puis ça va vous donner une idée, peut-être vous rassurer, vous, en tant qu'utilisateur. Et il y a beaucoup de matières qui ne sont pas problématiques, à mon avis. Moi, je retiens qu'il faut faire notre pizza. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que je sais que je suis dans un plat spécial à micro-ondes, là, que je n'utilise pas des sacs papier. Ça fait longtemps que ça se dit qu'il y a plein de cochonneries dans ce plastique-là. Ouais. En tout cas, je me maquillerai plus. Non. On a vu ça, les cosmétiques, le mascara. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, on va terminer puis on va se dire qu'on va se revoir bientôt ici, là. Est-ce que Denis, est-ce que M. Bousquet, Christian, vous avez des questions ici en salle? Roger, Marc-Antoine, Robert? Question, moi, je n'ai commentaire? pas de question, c'est plus un commentaire. Moi, je suis convaincu que les bouts que je reçois, les MRF que je reçois, ils sont bonnes. Sauf qu'avec les
ce qu'on a vu à la télévision, c'est plus mes voisins qui sont inquiets que moi. C'est dans ce sens-là que j'aimerais qu'éventuellement, qu'il y ait un retour à la semaine verte. L'envers de la médaille, c'est différent de ce qui a été présenté. C'est dans ce sens-là. Ça, pas pour me rassurer, mais pour rassurer tout le monde autour. La communauté. Oui, des tas de MRF dans mes champs qui disent ouais, ça, c'est ça qui est paru à la télévision. Dans ce sens-là. Les gens prennent en photo. Mon camarade, c'était quelqu'un qui avait été prendre en photo. Oui. Ah, ben oui, ça tire. C'est sûr que nous, à Saint-Robert, peut-être moins, vous le vivez moins, mais tu sais, Robert, à Sainte-Julie, à Verchères, à Varennes, on a des citoyens, tu sais, en milieu rural, là, tu sais, là, ça fait du vélo, puis ça prend, ça téléphone, puis là, tu coupes un arbre, puis la municipalité... Arrive en courant. Ben oui, tu sais. Fait que on a du voisinage qui se sentent très concernés par l'environnement et qui veulent alerter tout le monde. Fait qu'effectivement, on va souhaiter que vous aurez votre mot à dire à la semaine verte pour corriger le tir. Corriger le tir. Bon, c'est ça. On va voir avec les deux ministères comment ils s'alignent par rapport à ça. Plus la confiance aussi par rapport à la journaliste scientifique, madame, c'est ça. Malheureusement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de... C'est parce que nous avons interviewé tout le monde et à la fin, il n'y a personne qui a été satisfait. Bon, c'est entre autres le ministère de l'Environnement, madame Agathe, entre autres, même monsieur Sébastien Sauvé, il était surpris de voir des messages fragmentés comme ça pour aller enlever toute la partie sur laquelle il a insisté, que les MRF qu'il a analysés, il n'a jamais trouvé des concentrations inquiétantes. Il a corrigé le tir dans le sens qu'il a publié son article hier. Oui, mais pour les autres, c'est malheureusement, même les producteurs qui ont été interviewés, l'agronome, en tout cas, j'imagine la même chose. Je n'ai pas eu leur feedback, mais j'imagine c'est la même chose. Oui. On a des merci aussi dans la discussion qu'on voulait vous transmettre. Monsieur Chiari, merci pour la belle présentation. Ça remet les pendules à l'heure. Merci pour les précisions. Ça fait plaisir. Très important. Fait que merci beaucoup. Puis j'en profite. Joyeuse fête à tout le monde. Ah oui. Oui. Joyeuse fête. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, Michel. Bye-bye. Bonne fête. Bye. Fait que nous, on a des beignes, gang. Ah ouais. Oh, moi, j'ai manqué ça.